Bonjour mesdames, messieurs. Nous allons aborder aujourd'hui le séminaire de procédure pénale internationale. Ce séminaire s'articule en deux grandes parties. La première partie que nous abordons aujourd'hui porte sur, d'une part, l'originalité de la procédure pénale internationale et d'autre part, la nature exceptionnellement grave des crimes internationaux. Cette première partie, qui est intitulée « Une procédure pénale exceptionnellement complexe », va nous permettre d'analyser les principes généraux qui régissent la procédure pénale internationale, les obstacles à la poursuite pénale internationale, la sélectivité des poursuites, la gravité particulière des crimes internationaux et les formes de la responsabilité internationale. Pour introduire le séminaire, je commencerai par la réflexion de Robert Kolb dans son ouvrage « Droit international pénal » publié aux éditions Brûlant en 2008. Robert Kolb dit, à la page 216, « La procédure pénale internationale est un énorme sujet qui devrait faire l'objet d'un traitement à part. C'est donc vous dire la complexité et l'immensité du sujet qui doit nous occuper aujourd'hui. Nous avons déjà abordé les questions d'organisation de la justice pénale, des TPI à la Cour pénale internationale. Nous avons abordé la question de la politique pénale internationale. Dans le séminaire sur la politique pénale internationale, nous avons vu le processus des poursuites pénales, comment le procureur identifie, sélectionne et hiérarchise les faits et les personnes qui feront l'objet des poursuites devant la Cour pénale internationale. Ici, nous allons donc rentrer dans les détails de la procédure pénale internationale pour voir à chaque étape ce qu'il convient de faire ou ce qu'il ne faut pas faire pour assumer son rôle de partie à un procès pénal international. La procédure pénale internationale est le résultat d'un équilibre entre le système anglo-saxon, dit common law, et le système continental, dit le civil. Ainsi, il se dégage de cet équilibre un corps de règles de procédure propres au droit international pénal, ayant des caractéristiques particulières, prenant parfois de la distance par rapport au système procéduraux traditionnel, adapté à un environnement international et aux exigences du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire. On peut donc d'emblée et globalement dire que la procédure pénale internationale est constituée de l'ensemble des règles de procédure sur la base desquelles les juridictions pénales internationales œuvrent à la répression des crimes internationaux sur la base du droit international pénal. Cette définition englobe donc trois éléments essentiels, c'est-à-dire les juridictions pénales internationales, les crimes internationaux, puis le droit international pénal. La Cour pénale internationale
nous l'avons déjà dit dans le séminaire sur l'organisation de la justice pénale internationale, est le bénéficiaire, je dirais même l'héritière du bilan judiciaire des tribunaux pénaux internationaux et avant eux des tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo. La Cour doit ainsi une reconnaissance de dette à la jurisprudence innovante développée par ces tribunaux. Pour reprendre une expression, si la Cour pénale internationale peut voir loin que les tribunaux pénaux internationaux, c'est parce qu'elle se tient sur leurs épaules. Elle hérite de leurs travaux, de leur expertise, des principes dégagés. La responsabilité première de la répression des crimes internationaux appartient aux États. C'est à eux, d'abord, de prendre leurs responsabilités, de modifier leur droit pénal interne pour permettre des poursuites pénales pour crimes internationaux. Et surtout d'offrir aux autorités judiciaires les moyens juridiques, y compris matériels naturellement, pour mettre éventuellement en œuvre les compétences pénales nationales, y compris la compétence universelle. Les législations nationales devraient donc comprendre toutes les infractions internationalement établies et comporter les éléments crédibles et efficaces pour favoriser les poursuites et garantir une bonne coopération judiciaire internationale. Donc il faut comprendre que la procédure pénale, elle n'est mise en branle que lorsque les États ne peuvent pas ou ne veulent pas juger. Ainsi donc, on peut dire que la procédure pénale internationale met en mouvement un contentieux exceptionnellement complexe et particulièrement difficultueux. Il est exceptionnellement complexe par la nature des affaires qui sont renvoyées devant le juge pénal international. Il s'agit des violations graves des droits de l'homme et du droit humanitaire dans des contextes dramatiques de crise ou de conflits violents. Et cette complexité est d'ailleurs fondée sur une mobilisation exceptionnelle qui est souvent à la base de l'ouverture de chaque affaire. Il y a donc la nécessité d'une volonté politique. Il faut qu'il y ait l'appui de la communauté internationale pour y arriver. Donc c'est un contentieux exceptionnellement complexe. Ce contentieux est particulièrement difficile car il s'agit d'une entreprise judiciaire titanesque par la nature des enquêtes à conduire pour rechercher les preuves, mais aussi par le caractère lent et difficile des procès internationaux, dont les résultats sont par ailleurs toujours incertains. On ne peut pas dire qu'une procédure engagée se conclura de façon satisfaisante. La procédure pénale internationale, en ce sens, est labyrinthique, truffée de pièges, truffée d'obstacles, et peut apparaître lorsqu'on n'y prend pas garde comme des sables mouvants. Cependant, les avantages que présente la poursuite d'individus présumés criminels par les tribunaux internationaux ne sauraient nous faire oublier les problèmes bien réels et les obstacles doivent être surmontés dans le cadre de procédure pénale internationale. Le contentieux pénal international est exceptionnel, notamment au regard
des situations que nous allons évoquer plus loin. D'abord, l'originalité de la procédure. Chaque tribunal, je l'ai indiqué dans le cours sur l'organisation de la justice pénale internationale, possède ses propres règles de procédure et de preuve. La CPI a donc son règlement de procédure et de preuve. Mais ce règlement de procédure et de preuve n'est pas une fabrication issue de l'œuvre de tel ou tel savant. C'est le résultat de l'expérience des tribunaux qui ont précédé la CPI et des leçons que l'on a pu tirer de l'héritage procédural global des TPI. Il y a donc des principes généraux qui régissent la procédure pénale internationale. Ces principes généraux, d'ailleurs, sont conçus pour protéger les accusés et les victimes aussi. Tels que, d'ailleurs, on peut les voir cristallisés dans l'article 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques. D'abord, la primauté et la complémentarité sur lesquelles je ne saurais m'attarder, puisque question abordée dans le cours sur l'organisation de la justice pénale. La primauté, c'est le cas des TPI qui privaient sur les juridictions internes, qui pouvaient les dessaisir. La complémentarité, c'est pour la CPI qui, selon son statut, n'a pas la primauté sur les juridictions nationales, mais les complète de façon subsidiaire lorsque les États ne peuvent pas ou ne veulent pas juger. Donc, c'est déjà un aspect important. Il faut retenir que l'article 17 du statut de la CPI détermine les questions de recevabilité. Il est bien clair que la Cour ne peut exercer sa compétence quant à un crime qui fait partie de l'article 5 du statut qu'à certaines conditions. L'affaire qui fait l'objet d'une enquête ou de poursuite de la part d'un État ayant compétence ne peut être engagée devant la Cour qu'à la condition que l'État en question n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites. Cette complémentarité veut également dire que la Cour ne pourra agir contre une personne dans le cas de l'incapacité de l'État que si il y a cette manque de volonté sur la même personne et lorsque c'est la même affaire, c'est-à-dire la même incrimination. En outre, il faudra ne pas oublier que la Cour, elle, ne peut poursuivre que les affaires suffisamment graves. Car la CPI ne peut pas le faire. Elle ne peut pas se substituer aux juridictions nationales. Donc, ces questions ont été longuement évoquées dans le séminaire sur l'organisation de la justice pénale internationale. Je dirais simplement que la Cour considère, si l'État est incapable, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire, ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires et de mener la procédure devant l'instance judiciaire. Le cas de l'affaire Simon Gbagbo, je l'ai évoqué dans
le séminaire sur l'organisation de la justice pénale internationale, bataille qu'il y a eu entre la République de Côte d'Ivoire et le bureau du procureur et la décision rendue par la Chambre d'appel le 27 mai 2015, dans laquelle cette Chambre a rejeté le pouvoir de la Côte d'Ivoire en estimant que la Chambre d'appel a dit le droit, en constatant que même si la Côte d'Ivoire invoquait le fait que Dame Gbagbo était poursuivi devant les tribunaux internes, la Côte d'Ivoire n'a présenté aucun élément crédible susceptible de faire croire à la Chambre qu'elle s'était véritablement saisie de l'affaire Damba. Que dans le dossier présenté, il n'y avait rien de pertinent en termes d'interrogatoire, en termes de preuves recueillies sur le terrain, en termes d'enquête, qui pouvait laisser croire que les faits reprochés par la Cour pénale internationale à Mme Gbagbo faisaient l'objet des enquêtes et des poursuites devant les tribunaux ivoiriens. Pour ces raisons, la Chambre d'appel a rejeté l'argument avancé par la Côte d'Ivoire en estimant qu'elle maintenait sa compétence sur ce dossier et exige donc la remise de Dame Gbagbo à la Cour pénale internationale. J'ai cité une deuxième affaire concernant le Kenya, où l'argument avancé par le Kenya a été également rejeté par la Cour. Même si, au final, cette affaire n'a pas abouti. Donc, il est important de dire que le principe de complémentarité s'applique non seulement en ce qui concerne les États partis, mais également en ce qui concerne les États qui ne sont pas partis. Comme j'indiquais, par exemple, un ressortissant d'un État non parti, l'État A, a commis un crime international sur le territoire d'un État B qui est parti au statut. Il s'enfuit alors vers un État tiers, C, qui n'est pas également parti au statut. Mais puisqu'il a commis un crime sur le territoire d'un État parti, l'État C peut affirmer sa compétence, normal, s'il dispose d'une compétence universelle. La CPI ne peut pas exercer sa compétence lorsque cet État dispose à mener un procès équitable. Monsieur X, ressortissant de l'État A, qui se trouvait sur le territoire de l'État B, qui est parti à la CPI, a commis un crime international. Il fuit dans un État C. Si l'État C dispose de la compétence universelle, celle-ci peut être activée pour poursuivre les crimes qui ont été commis à l'étranger, sur des étrangers, même si cela a été par le cas d'une personne qui n'est pas son ressortissant, à condition qu'il y ait une base légale qui puisse permettre de telles poursuites. Si tel n'est pas le cas, la CPI peut être fondée à réclamer la remise de cette personne pour qu'elle soit jugée par la Cour pénale. Donc, ces règles sont importantes. En outre, ce principe de complémentarité s'applique en ce qui concerne les mécanismes de déclenchement des procédures en vertu du statut. Je renvoie à l'article 13. Lorsque l'affaire est présentée devant la Cour par un État parti, lorsque l'affaire a été ouverte par le procureur de sa propre initiative, lorsque le Conseil de sécurité de l'ONU, agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte de l'ONU, a renvoyé à la Cour une affaire dans laquelle un ou plusieurs crimes semblent avoir été commis conformément à l'article 13b. Donc, la procédure, la bataille procédurale commence par là. Doit-on juger cette personne? L'État veut-il, peut-il juger? Cette question réglée,
on doit également examiner une autre question de procédure, c'est l'intervention des tiers. J'évoquerai plus loin les vraies parties du procès. L'intervention des tiers. C'est une vieille règle du droit international, ce qu'on appelle l'amicus curiae, qui permet à des tiers d'intervenir dans la procédure. Ici, la règle 103.1 du règlement de procédure et de preuve reflète ce qui a été fait dans le RPP, article 74 des tribunaux d'Arusha et de La Haye. C'est-à-dire qu'à n'importe quelle phase de la procédure, toute chambre de la Cour peut, si elle le juge souhaitable et favorable pour la bonne administration de la justice, elle peut donc inviter ou autoriser tout État, toute organisation ou toute personne à présenter par écrit ou oralement des observations sur toute question qu'elle estime appropriée. C'est la mise en œuvre de l'amicus curiae. Dans deux situations. 1. Lorsque dans une affaire, l'on est confronté à des questions juridiques compliquées, dont on peut espérer que le tiers intervenant apportera une lumière juridique compte tenu de son expertise. Deuxièmement, dans l'hypothèse où l'accusé déclare vouloir se représenter lui-même et plaider lui-même ses intérêts devant la Cour. Compte tenu de la complexité de la procédure, de son caractère difficultueux, la Cour, avisée de cette prétention, peut chercher à désigner un amicus curiae qui va agir non pas comme avocat pour la défense de l'intéressé, mais comme un amicus. C'est-à-dire que cette organisation ou cette personne interviendra dans la procédure pour éclairer la Cour sur des points de droit qui pourraient bénéficier à l'accusé qui lui-même serait incapable ou incompétent de développer de tels arguments compte tenu de la complexité de la procédure. Parce que le but de la Cour, c'est de condamner l'individu éventuellement au-delà de tout doute raisonnable. Donc, si cet accusé n'est pas lui-même capable d'apporter des explications juridiques suffisantes, compte tenu de sa formation, compte tenu de son niveau, de sa compréhension de la procédure, etc., la Cour peut non pas l'obliger à avoir un avocat qui ne le souhaite pas, puisque la procédure garantit que l'on peut soi-même se défendre, mais la Cour jugera utile de désigner un amicus curiae qui pourra non pas devenir de facto l'avocat de la défense, mais intervenir dans la procédure comme conseil pour l'intérêt de la justice. Et comme tel, délivrer des explications, des messages, des interprétations juridiques qui peuvent profiter éventuellement à l'accusé, même s'il ne souhaite pas ces interventions. C'est la Cour qui décide. Troisième question à régler, pour comprendre la procédure, l'indépendance et l'impartialité de la Cour. L'article 40 du statut traite de l'indépendance des juges, tandis que l'article 41.2 traite de l'impartialité des juges. L'article 40 du statut requiert spécifiquement que les juges de la CPI soient indépendants dans l'exercice de leur fonction et n'exercent aucune activité qui pourrait être incompatible avec leur fonction judiciaire ou faire douter de leur indépendance. S'il y a une question sur ce point, la question sera tranchée à la majorité absolue des juges, sans la participation du juge concerné.
En vertu de l'article 41.1 du statut, un juge peut, à sa propre demande, être déchargé par la présidence de l'exercice d'une fonction relevant du statut, s'il estime que, au vu du dossier qui lui a été confié, il risque de manquer d'impartialité ou bien sa partialité pourrait être apparente. Parce que son impartialité peut être contestée pour tout motif. Le juge qui est intervenu auparavant, à quelque titre que ce soit dans une affaire devant la CPI ou dans une affaire pénale connexe au niveau national, avant qu'il vienne à la CPI, pourrait être jugé de partial. Bref, ces motifs ne sont pas limités par le règlement de procédure et le code. De même, le procureur ou la personne faisant l'objet de l'enquête ou de poursuite peut demander la récusation. Toute question relative à la récusation d'un juge est tranchée à la majorité absolue des juges. Le juge dont la récusation est demandée peut présenter ses observations sur la question, mais il ne participe pas à la décision, il ne délibère pas avec les autres. Les droits de l'accusé à être jugé par un tribunal indépendant et équitable fait partie intégrante du droit de l'accusé et ces droits ne peuvent être respectés que si le juge est indépendant et impartial. C'est tout ceci qui nous amène à la réalisation du procès équitable. Le procès pénal international doit être équitable et public. L'équité signifie l'égalité des armes. J'en ai parlé dans la précédente. L'égalité des armes, je sais que c'est très difficile entre le bureau du procureur surarmé, disposant des moyens colossaux, bénéficiant des facilités diplomatiques, et les conseils de la défense, eux, parfois, comme je l'ai montré, soumis à quelques plaisanteurs budgétaires de la part du greffier. Mais la procédure doit être équitable. Le droit à une audience publique également garanti. Il peut y avoir des limites lorsqu'il s'agit de protéger les témoins, de protéger les victimes ou de protéger certaines preuves de nature confidentielle ou liées plus ou moins à la sécurité nationale. Le procès équitable signifie également le délai raisonnable, c'est-à-dire la célérité de la procédure. Mais le problème du délai, il est réel, du fait que les tribunaux internationaux ont acquis, c'est vrai, une expérience, mais vu la nature des dossiers, la complexité des dossiers, la longueur des enquêtes, l'on voit très bien que l'exigence de célérité de la procédure est difficilement remplie devant les juridictions pénales internationales. Procès équitable, oui, mais respect de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence est garantie par l'article 14 alinéa 2 et l'article 6 alinéa 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Puis l'article 66 du statut de la CPI dispose que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que la culpabilité ait été établie par la Cour conformément au droit applicable. Et il incombe au procureur de prouver la culpabilité de l'accusé. Pour qu'un accusé soit condamné, la Cour doit être convaincue par les preuves apportées par le procureur et elle doit être convaincue au-delà de tout doute raisonnable. Ce n'est qu'à cette condition que la présomption d'innocence va tomber.
Le procureur présente les faits et la responsabilité lui incombe donc de prouver que l'accusé est coupable. Il n'incombe pas à l'accusé de prouver qu'il est innocent. En cas de doute, l'accusé doit être reconnu non coupable. In dubio pro reo. Le principe est clair. S'il y a un doute raisonnable, l'accusé doit être reconnu non coupable. Cette présomption d'innocence, terminée là, se rapporte non seulement à la charte de la preuve, mais également à l'établissement de la preuve. Il y a également le principe du contradictoire qui est important dans l'équité de la procédure, égalité des armes, principe du contradictoire. Le juge agit comme un arbitre qui écoute les arguments et les preuves des parties et qui prend des décisions d'un caractère procédural la plupart du temps. Durant la phase d'enquête préliminaire, le juge n'est certainement pas impliqué. Le juge peut uniquement adopter des mesures de coercition et décider à la fin de l'enquête si les preuves recueillies sont suffisantes pour envoyer l'accusé devant. Une fois que le juge a confirmé les charges, la défense est autorisée à recevoir une copie de toutes les preuves recueillies par le bureau du procureur et sur lesquelles le procureur se fonde au cours du procès. Lors du procès, les parties présentent leurs affaires respectives comme lors des procédures contradictoires. Preuve du procureur, preuve de la défense, réplique du procureur, puis réplique de la défense, etc. Chaque partie a le droit d'interroger les témoins présentés par l'autre. Chaque partie a le droit d'interroger à nouveau ces témoins. Mais, n'oublions pas qu'il y a, comme je l'ai dit en introduction, de nombreux obstacles à la poursuite pénale interne. Arriver déjà au procès est déjà un succès pour le bureau du procureur, vu tous les obstacles à surmonter. Il y a d'abord les conditions préliminaires au procès pénal. Puis, deuxièmement, les justifications, excuses, exonérant un auteur d'un crime interdit. En ce qui concerne les conditions préliminaires des poursuites pénales, nous avons plusieurs principes. D'abord, le principe nullum crimen nulla poena sangue. L'article 22 du statut est assez clair. Pas d'infraction pénale sans règles formelles écrites, préalables, certaines et strictes. Il faut que le crime soit prévu. Il y a donc la nécessité des sources formelles pour l'incrimination d'un acte. 2. Le principe de la spécificité de la règle pénale. L'interdiction de la rétroactivité. La non-rétroactivité a deux facettes. L'autre matériel, l'autre organique. L'aspect matériel veut dire qu'il ne saurait y avoir d'infraction pénale applicable à des actes ou omissions qui n'étaient pas punissables au moment de leur commission. L'aspect organique veut dire qu'il ne saurait y avoir de poursuite par un tribunal donné pour des actes ou omissions commis avant l'entrée en vigueur du texte constitutif de ce tribunal. Et plus spécifiquement avant l'entrée en vigueur à l'égard, par exemple, de l'État partie du statut de Rome. Il y a donc une double facette de la non-rétroactivité. Mais ce principe connaît toutefois quelques assouplissements et quelques exceptions. Pour ce qui est des assouplissements, on parle des crimes continus. Par exemple, une disparition forcée, qui peut
avoir commencé avant l'entrée en vigueur du statut à l'égard de l'État, mais qui s'étend sur une plage temporelle dans laquelle la compétence du tribunal sera établie. Celui-ci pourra alors connaître du crime, au moins pour la phase de commission tombant dans la sphère de sa compétence temporelle. Quant aux exceptions, on peut songer au cas où la criminalité d'un comportement ne fait pas de doute au moment de la commission des actes et que l'État se mette d'accord pour rendre rétroactive la compétence d'un tribunal établi plus tard. Ça, on l'a vu avec les TPI. Le principe de non-rétroactivité n'exclut pas l'interprétation, même expansive et dynamique des textes. Il exige uniquement que le développement du droit soit raisonnablement prévisible. Il est également clair que l'analogie est interdite. Il est proscrit de créer de nouvelles infractions pénales en concluant que la municipalité d'un comportement entraîne celle d'un comportement similaire. Pas donc d'analogie. De même, il est interdit de créer une nouvelle catégorie de personnes protégées au sens des conventions de Genève. Donc, il n'y a pas de catégorie du type combattant ennemi ou combattant, etc. Non, ça n'existe pas dans les conventions. Vous pouvez tester. Il y a des combattants, il y a des non-combattants. Ou on est combattant, ou on n'est pas combattant. L'interprétation doit être stricte et en faveur de la cause. Par exemple, pour l'établissement des faits, la règle in dubio pro reo constitue un principe général du droit pénal moderne. C'est vrai qu'il ne s'agit pas d'une règle impérative, mais le droit peut prévoir des renversements des fables de la preuve. Il peut par exemple établir dans un contexte donné la règle in dubio contra reo, c'est-à-dire c'est à celui qui avance des accusations infamantes et qui s'en trouve accusé devant les tribunaux d'apporter la preuve de leur vérité. Dans le statut de la CPI, les peines restent peu réglementées, mais il y a les éléments de crime, le document sur les éléments de crime qui précisent. Le statut précise clairement que la peine de mort ne sera pas prononcée. La sentence maximale est la peine de 30 ans, sauf gravité exceptionnelle, la personne sera condamnée à vie. Et il y a une très grande marge d'appréciation qui est donnée à la Cour. Quant à la règle ne bis in idem, c'est un principe qui est assez clair. Pour que ce principe ne bis in idem, il faut que l'accusé ait été préalablement et définitivement acquitté ou condamné pour le crime en cause. Et en plus, un nouveau procès ne doit viser que les faits postérieurs. Le droit interne prohibe la double condamnation uniquement dans les limites de l'État prononçant la peine, ce qu'on appelle le ne bis in idem interne. Le même principe ne s'applique pas automatiquement à des procédures pour condamnation ayant lieu à l'étranger ou devant une juridiction internationale, ce qu'on appelle le ne bis in idem externe. Mais l'article 20 du statut de la CPI prévoit que le ne bis in idem s'applique entre la Cour et les États partis, c'est-à-dire une personne qui a été jugée pour la même infraction devant le tribunal d'un État ne peut plus être jugée pour la même infraction, même qualification juridique devant la Cour. Mais il y a deux exceptions. La première exception,
Si au niveau interne, l'accusé n'a pas été poursuivi sous le chef d'un crime international, tel que prévu à l'article 5 du statut, mais uniquement pour un crime commun, ce n'est pas la même chose. Cette situation se pose d'ailleurs dans le cas de Gabon. Ainsi, si un État a poursuivi un crime de génocide comme simple assassinat, selon ce code pénal, pour la CPI, le génocide, ce n'est pas un simple assassinat. Dans ce cas, la CPI va rester compétente. Parce que l'auteur n'aura pas été condamné pour génocide. Deuxième exception, si au niveau interne, il n'y a pas eu de procès équitable, ou s'il y a eu un procès fictif, dont le seul but était de préserver la personne inculpée des poursuites sérieuses au plan international, en lui octroyant une forme de protection du principe ne bis in idem, ce qu'on appelle le sham trial. On fabrique un procès pour que la personne échappe à la justice internationale, en prétextant que la personne avait déjà été condamnée par le tribunal de notre pays, donc on ne peut plus le juger. Non. Il faut que le procès ait été équitable et que les règles de la procédure ont été respectées. Le droit même de l'État, le droit pénal de l'État a été respecté. Parce qu'au fond, il n'appartient pas à la Cour de se substituer aux juridictions nationales. Mais il faut que les juridictions nationales jouent pleinement leur rôle pour pouvoir délivrer des décisions judiciaires valides au regard du propre droit de l'État. Si ce n'est qu'une parodie de justice pour jeter la poudre aux yeux de la communauté internationale afin d'échapper à la justice pénale internationale, naturellement, la Cour maintiendra sa compétence. Troisième point, parmi les conditions préliminaires, il y a la question des immunités. Il y a deux types d'immunités. Nous avons d'abord des immunités personnelles. Puis, nous aurons plus loin les immunités fonctionnelles. Dans les immunités personnelles, il faut distinguer deux catégories. Il y a les immunités rationnées matérielles, reconnues à une personne pour tout acte accompli pour le compte d'un État ou d'un autre sujet détentrice des prérogatives de puissance publique, par exemple une organisation internationale. Donc tous les actes d'une personne publique, mais tous les actes d'une personne publique ne tombent pas automatiquement dans cette catégorie. On distingue ainsi les actes de puissance publique des actes de gestion, ce qu'on appelle le lourd gestionnisme, actes à titre privé. Par exemple, un président de la République peut poser des actes de puissance publique, comme il peut également poser des actes privés. C'est-à-dire, il peut poser des actes qui ne sauraient relever des attributions du président de la République. C'était le débat dans l'affaire Pinochet. Les conseils et les partisans de Pinochet arguaient du fait que Pinochet était chef d'État et donc il bénéficiait d'une immunité coutumière qu'on ne pouvait pas le poursuivre. Mais la Chambre des Lords à Londres a dit non. Aucune constitution ne confère à un chef d'État le pouvoir de torturer. L'acte de torturer est détachable de l'exercice de la puissance publique. Donc il s'agit d'un acte commis à titre privé, qui doit être sanctionné comme tel. Il n'est pas demandé au président de la République de torturer les gens. En le faisant, M. Pinochet a commis un acte à titre privé qui n'est pas protégé par son immunité en tant que chef d'État, honnête par la République. Puis, de ces immunités rationnelles
rationnée matérielle, il y a des immunités rationnelles personnelles. Ces immunités rationnelles personnelles sont plus larges. Elles signifient qu'une personne revêtue d'un mandat public qui reste à l'abri de tout acte de poursuite ou d'assujettissement des organes de contrôle pendant le temps de son mandat. Il s'agit ici de protéger la capacité de l'agent public d'accomplir la mission publique. Et ces immunités donc personnelles touchent à certains individus. On doit leur laisser travailler. C'est ce que d'ailleurs a dit la Cour internationale de justice dans l'affaire du mandat d'arrêt. Débat controversé. En second lieu, il y a les immunités d'État. L'État, en tant que sujet de droit jouissant de l'égalité souveraine, n'est pas soumis à la compétence d'organes de contrôle d'un autre État. C'est-à-dire, nul n'est obligé de se soumettre à un tribunal de ses pairs par parem non avec juridictionnel. Dans la pratique moderne, on distingue donc les actes publics et les actes privés d'un État qu'on se limite à conférer l'immunité au premier, et sur les seconds, il peut y avoir des actions. Mais l'exception de l'immunité est pourtant irrécevable devant la Cour pénale internationale. Pourquoi? Parce que l'immunité ne concerne que les rapports horizontaux entre États, entre les pairs, comme il est dit, par et par, et non les rapports verticaux entre la juridiction internationale et l'agent incriminé. Cette irrécevabilité de l'exception d'immunité est statuée dans l'article 7 du statut de Nuremberg, dans l'article 6 du statut du tribunal militaire international de Tokyo, dans les articles 7.2 et 7 et 6.2, respectivement du tribunal de La Haye et du tribunal d'Arusha, puis confirmé dans l'article 27 du statut de la Cour pénale internationale. Donc, il est clair que devant la Cour pénale internationale, il n'y a pas d'immunité à exciper. Chef d'État, ministre des Affaires étrangères ou simple soldat, toute personne peut faire l'objet de poursuites devant la Cour pénale internationale. Si nous avons vu qu'il y a des conditions préliminaires des poursuites pénales internationales, il y a certaines justifications qui pourraient être une cause d'exonération de la responsabilité pénale internationale. Mais il faut bien les circonscrire. Tout ceci est réglementé par l'article 31 du statut de la Cour. Et il faut lire cet article 31 en conjonction avec l'article 21 qui traite des sources applicables. Le premier point qui fait débat, c'est la légitime défense individuelle. L'article 31.1c dit qu'une personne a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui, ou dans les cas des crimes de guerre, pour défendre les biens essentiels à sa survie, ou à celle d'autrui, ou essentiels à l'accomplissement d'une mission militaire contre un recours imminent et illicite à la force, d'une manière proportionnée à l'ampleur du danger qu'elle courait ou que courait l'autre personne ou les biens protégés. Le fait qu'une personne ait participé à une opération défensive menée par les forces armées ne constitue pas en soi un motif d'exonération de la responsabilité pénale. Donc, l'article 31.1c reconnaît la légitime défense dans certains cas assez limités. Et deuxième point, il y a la nécessité et la coercition. L'auteur d'un crime international peut évoquer la coercition dans laquelle
il se trouvait et qui l'a conduit à poser l'acte. Et l'article 31.1d dit clairement, le comportement dont il est allégué qu'il constitue un crime relevant de la compétence de la Cour a été adopté sous la contrainte résultant d'une menace de mort imminente ou d'une atteinte grave, continue ou imminente à sa propre intégrité physique ou à celle d'autrui. Et si elle a agi par nécessité et de façon raisonnable pour écarter cette menace, à condition qu'elle cherchait à éviter. Cette menace peut être exercée soit par d'autres personnes, soit constituer des circonstances indépendantes à sa vie. Donc, dans certaines situations, la personne pourrait avoir commis le crime parce qu'elle était sous contrainte, sous la menace de sa propre mort qui était imminente, s'il n'agissait pas tel quel. Et s'il agit de façon raisonnable pour écarter cette menace, mais que malgré cela, il y a eu crime. Le juge pourrait connaître cette situation de nécessité de coercition. Parce que le crime ici perpétré sous la contrainte d'une menace de mort imminente ou d'une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne pourrait être une justification. La menace peut être formulée contre une personne tierce par rapport à la personne sous contrainte. La coercition peut légitimement être le fait de tuer. Donc, ce n'est pas forcément la menace qui est dirigée contre soi-même. La menace peut être dirigée contre un tiers. Mais cela peut représenter une contrainte de la personne. Troisième élément à prendre en compte dans les justifications et exonérations, c'est les erreurs de fait et les erreurs de droit. Le droit envisage ici des situations dans lesquelles une erreur commise par l'auteur du crime élimine l'élément constitutif subjectif requis. L'article 32 du statut de la CPI dit à cet effet, une erreur de fait n'est un motif d'exonération de la responsabilité pénale que si elle fait disparaître l'élément psychologique du crime. Si l'élément psychologique du crime disparaît. Une erreur de droit portant sur la question de savoir si un comportement donné constitue un crime relevant de la compétence de la Cour n'est pas un motif d'exonération de la responsabilité pénale. Mais toutefois, une erreur de droit peut être un motif d'exonération si elle fait disparaître l'élément psychologique du crime. Donc, pour traduire, une erreur juridiquement pertinente, c'est celle qui porte sur un élément constitutif, objectif du crime, et qui fait disparaître ce qu'on appelle la mens rea, l'élément psychologique. Par exemple, une personne croyait que dans les circonstances de fait qu'elle représentait sa conduite, cette personne croyait que sa conduite était licite. Objectivement, elle ne l'était pas. Car les circonstances de fait différaient de ce que la personne s'était représentée. Par exemple, à cause, nous sommes dans une situation de conflit. Il y a le brouillard. Le brouillard entraîne une mauvaise visibilité. Et le soldat qui ne voit pas bien, mais qui pense que l'adversaire est en train d'arriver et qui croit, au vu des renseignements dont il dispose, que l'adversaire avance avec des véhicules, il est dans le brouillard, il ne voit pas bien pourtant, mais il tire. Manque de chance, il tire sur un véhicule marqué avec l'emblème de la Croix-Rouge. Il croyait que c'était un véhicule hostile, mais
C'est un véhicule de la Croix-Rouge. Il n'avait pas cet élément, cette intention de s'attaquer à la Croix-Rouge. Mais, ça. Un autre exemple. Une personne, un soldat, participe à l'exécution de prisonniers de guerre. Pour lui, il est dans le peloton d'exécution et il croyait que ces prisonniers de guerre ont été régulièrement condamnés à mort par un tribunal compétent. Il croyait, mais ce n'est pas le cas. Le cas de l'affaire Schwartz, tranché par un tribunal américain en 1970 dans le contexte de la guerre du Vietnam, je précise. Le commandant américain Schwartz, mis en cause, a cru que les civils qu'il ordonna d'attaquer commettaient des actes d'hostilité. Mais le tribunal, après analyse, a compris que cette croyance était pour le moins exagérée et négligente. Dès lors, l'excuse de l'horreur de fait invoquée par le commandant américain n'était pas recevable, du moins pour ce type d'attaque perpétrée contre les civils. D'autres situations mettent en lumière les rapports subtils entre l'erreur de droit et l'erreur de fait. Par exemple, une procédure pénale objectivement insuffisante contre un prisonnier de guerre est considérée comme répondant aux exigences de procès équitable. S'agit-il d'une erreur de fait sur le déroulement de la procédure ou d'une erreur de droit sur la notion de procès équitable? Parce que la distinction n'est pas sans importance. Puisque l'erreur de droit n'est pas généralement exonératoire de la responsabilité, alors que l'erreur de fait l'est. L'article 32, paragraphe 1 du statut de la CPI est applicable à l'erreur de droit. Le principe est que l'ignorance du droit n'excuse pas. Ignorantia juris non excusable. Aucun ordre juridique ne peut admettre le bénéfice d'ignorer le droit en accordant généralement l'absolution à ceux qui l'enfreignent par méconnaissance. Nul n'est censé ignorer la loi. Cela inciterait à ne pas connaître le droit. Cela signifierait punir celui qui prend soin de connaître les normes et donner libre carrière aux truands qui n'en veulent rien savoir. Non, il n'y a pas d'ignorance qui puisse justifier l'erreur du droit. Toutefois, peut exceptionnellement être pertinente quand l'état du droit matériel n'est pas clair. Ainsi, on ne saurait exiger d'un simple soldat qu'il maîtrise les questions complexes du droit international humanitaire. Les tribunaux scrutent toutefois de près les valeurs protégées par la norme et la situation de l'accusé. On va savoir son rang, son éducation, sa formation. Par exemple, s'il dit que le droit humanitaire est complexe, bon, si c'est quand même un officier supérieur, on va s'interroger. Il a bien fait de formation, oui. Si un acte reste illicite pour le commun des mortels, il sera manifestement impossible de se prévaloir de l'excuse. Tel fut le cas dans l'affaire Pélus en 1945, où des militaires allemands ouvrirent le feu contre les survivants d'un navire adverse coulé et flottant à la dérive. Il n'y a pas de complexité dans cette affaire. On peut, lorsqu'on voit des marins dont le bateau a été coulé et qui sont accrochés à quelques débris, si on tire sur ces marins, on ne peut pas prétendre qu'on ne savait pas juridiquement ce qu'il fallait faire. Le commun des mortels peut imaginer que ces gens-là sont à la dérive, le bateau a été coulé, il n'y a aucune raison de tirer sur ces personnes. Donc cela ne peut pas être excusé. Au contraire, dans l'affaire Lata,
1938, tranché par la Cour suprême norvégienne, l'incertitude du droit international fut admise au profit d'un accusé qui croyait que le règlement allemand était licite. En tant que soldat, il croyait que le règlement allemand était licite. Alors que le règlement était contraire au droit international humanitaire. La Cour suprême norvégienne, dans l'affaire Plaza, lui a accordé l'excuse. Mais il faut se dire que cette interprétation est exceptionnelle et restrictive. La règle demeure bien que l'erreur du droit n'excuse pas. On peut également évoquer quelques cas de justification, la déficience mentale, la maladie, l'intoxication, qui pourraient être évoqués par les avocats de la défense. Les articles 31, paragraphes 1, A et B du statut de la CPI prévoient, outre les autres motifs d'exonération de la responsabilité pénale prévus par le statut, une personne n'est pas responsable pénalement si au moment du comportement en cause, elle souffrait d'une maladie ou d'une déficience mentale qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi. Ou bien, si la personne était en état d'intoxication qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement. Bref, cet article 31, paragraphe 1, A et B, prévoit les cas de déficience mentale et d'intoxication. Il faut être donc dans l'incapacité de comprendre l'acte illicite que l'on est en train de poser. C'est-à-dire, la mens rea a été effacée. Il ne s'agit pas d'une simple réduction de capacité mentale. Non. Il y a une affaire intéressante. L'affaire Stenger et Curtius, tranchée par la Cour suprême d'Allemagne en 1921, à l'issue de la Première Guerre. L'accusé souffrait de graves troubles mentaux à la suite de la dureté des combats de la Première Guerre mondiale. Combats assez durs, violents dans les tranchées. Dans ce contexte, il avait transmis un ordre de ne pas faire de quartier aux survivants militaires de la partie adverse. L'interprétation exonératoire était-elle un peu généreuse? Impossible de le savoir. Tout était fonction du constat médical qui avait été opéré. La Cour avait pourtant reconnu que cet officier avait perdu la tête. Et comme tel, dans cette affaire, la Cour suprême d'Allemagne, qui siégeait à Leipzig, a donc accepté cette déficience mentale comme une cause exonératoire de la responsabilité. L'intoxication également peut être source de cela. Alors l'intoxication peut être due aux médicaments, à l'alcool ou bien aux substances psychotropes. Alors, naturellement, il y aura un problème si c'est une intoxication volontaire qui méconnaît négligemment le risque de commettre un crime dans le tas d'ivresse, par exemple. Parce qu'il ne suffit pas de s'empiffrer d'alcool, d'aller tuer des gens pour prétendre que j'étais sous l'emprise de l'alcool. Non. Il s'agit d'une intoxication dont on n'a pas soi-même le contrôle. Parce que si on devait exonérer tout criminel qui s'intoxique afin de commettre des crimes, ben, ce sera quartier libre pour tous les crimes. Enfin, je terminerai rapidement sur d'autres justifications qui sont admises également, les représailles. Les représailles, dans la mesure où les représailles sont admises en droit des conflits armés, elles opèrent comme cause exonératoire de l'illicéité. Mais ces représailles doivent être proportionnées. Il ne peut pas s'agir, par exemple, de bombardements indiscriminés.
il y a la nécessité militaire qui est admise en cas de conflit armé. Dans ce cas, une action s'écartant de la prescription ordinaire de la norme peut être admise quand il y a une nécessité pressante dans la conduite des hostilités. Puisque la nécessité militaire est admise, on ne peut pas reprocher à un soldat d'avoir agi sous la gouverne de la nécessité militaire. Il peut y avoir une justification à partir du consentement de la victime. Quand la volonté contraire de la victime forme un élément constitutif du crime, le consentement de cette dernière exonère la responsabilité. Par exemple, lorsqu'on va poursuivre quelqu'un pour un crime sexuel, mais on ne pourra pas parler de grossesse forcée comme crime contre l'humanité si la grossesse a été obtenue avec le consentement de la victime. Donc, au vu de tous ces éléments, le bureau du procureur prend soin de voir si l'affaire ayant passé par tous ces filtres peut faire l'objet d'une sélection et d'une hiérarchisation enfin d'être présentée devant les juges. Nous arrivons donc à cette question de la sélectivité des poursuites pénales internationales que nous avons abordée dans le cours sur la politique pénale internationale. Donc nous ne reviendrons pas en détail sur ce point, juste pour dire que les poursuites pénales internationales sont exceptionnelles. Il faut qu'il y ait la gravité, la question de la complémentarité, la question de l'intérêt de la justice. Nous avons déjà dit que le procureur a publié des documents, des politiques qui fixent la méthode de sélection et de hiérarchisation des affaires. Et dans ce cas, il est intéressant de voir de façon précise comment le procureur va mettre en mouvement les éléments matériels qu'il a. Et cela, nous le verrons sur plusieurs points. Nous avons dit dans le séminaire sur la politique pénale que l'objectif est de poursuivre les plus hauts responsables, c'est-à-dire les chefs qui sont impliqués dans les crimes. La question juridique est de savoir qui est chef et qui est le supérieur hiérarchique. Il se pourrait que le supérieur hiérarchique n'était pas présent au lieu et le jour de la commission de faits criminels. Dans l'affaire Thomas Leblanc, la décision de confirmation du charge du 29 janvier 2007, la Chambre préliminaire a rappelé, dans sa décision de délivrant de mandat d'arrêt, qu'elle établit une distinction. La commission stricto sensu d'un crime individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, au sens de l'article 23, alinéa 3A, et la responsabilité des supérieurs hiérarchiques au sens de l'article 22 du statut, ainsi que toute autre forme de responsabilité du complice tel que prévu par l'article 25.3 du statut. La Cour explique ainsi la notion de coaction telle qu'inscrite dans le statut. Il convient donc d'analyser la notion de coaction inscrite à l'article 25.3 du statut. De l'avis de l'accusation, cet article opte pour une coaction fondée sur l'exercice d'un contrôle sur le crime, en ce sens qu'une personne ne peut être co-auteur d'un crime que si elle exerce un contrôle conjoint sur ce crime, du fait de la contribution essentielle qui lui a été assignée. La Cour poursuit en disant que l'accusation reconnaît que la notion de coaction visée à l'article 25.3a du statut diffère de celle de la coaction fondée sur l'existence d'une entreprise criminelle commune ou d'un but commun tel que reconnu par la jurisprudence TPI-Y. Et donc, à cet égard, l'accusation soutient qu'il importe de prendre en considération les différences fondamentales existantes
entre les TPI et la Cour. Mais la Chambre estime, Chambre poursuit, qu'à l'origine, la notion de coaction prend sa source dans l'idée que la somme des contributions individuelles coordonnées de plusieurs personnes aboutit à la réalisation de tous les éléments objectifs. Toute personne apportant donc une contribution peut se voir imputer les contributions des autres et en conséquence être considérée comme un auteur principal dans son ensemble. Ainsi, à cet égard, le critère définissant la notion de coaction est lié à celui permettant d'établir une distinction entre les auteurs principaux d'un crime et les complices d'une infraction perpétrée par plusieurs. L'approche objective d'une telle distinction place l'agent sur la réalisation d'un ou de plusieurs éléments objectifs. Selon cette approche, ceux qui exécutent physiquement un ou plusieurs des éléments objectifs de l'infraction peuvent être considérés comme les auteurs principaux du crime. L'approche subjective qui a été retenue dans la jurisprudence TPY à travers la notion d'entreprise criminelle commune ou la théorie du but commun écarte l'importance de la contribution à la commission d'infraction en tant que critère permettant de distinguer les auteurs principaux d'un crime et les complices pour mettre l'accent sur l'état d'esprit dans lequel la contribution au crime a été apportée. Ainsi, indépendamment de l'importance de la contribution à l'infraction, seuls ceux qui apportent leur contribution dans l'intention partagée de commettre l'infraction peuvent être considérés comme les auteurs principaux du crime. Donc, la notion de contrôle exercé sur le crime constitue une troisième approche de la distinction opérée entre les auteurs principaux du crime et les complices. Et, contrairement à ce que prétend la défense, elle est appliquée dans de nombreux systèmes. Elle repose sur l'idée que les auteurs principaux d'un crime ne se trouvent pas uniquement parmi ceux qui exécutent physiquement les éléments objectifs de l'infraction, mais également parmi ceux qui, en dépit de la distance qui les sépare du lieu du crime, contrôlent ou dirigent la commission de ce dernier parce qu'ils décident si l'infraction sera commise et comment. Cette approche comporte un élément objectif constitué par les circonstances de fait qui permettent l'exercice d'un contrôle sur le crime et un élément subjectif qui consiste en la connaissance des 10 circonstances. Donc, l'article 25.3 du statut ne tient pas compte du critère objectif permettant de distinguer les auteurs principaux du crime des complices parce que la notion de commission d'une infraction par l'intermédiaire d'une personne, en particulier lorsque cette dernière n'est pas pénalement responsable, n'est pas compatible avec la limitation du groupe d'auteurs principaux du crime à ceux qui exécutent physiquement un ou plusieurs éléments objectifs de l'infraction. Ainsi, lu en conjonction avec l'alinéa D de l'article 25.3, l'alinéa A de l'article 25.3 du statut ne tient pas non plus compte des critères subjectifs permettant de faire la distinction entre les auteurs principaux du crime et le complice. C'est pourquoi, ayant écarté les approches objectives et subjectives, la distinction opérée entre les auteurs principaux du crime et les complices, la Chambre a donné raison à l'accusation en disant que le statut a consacré la troisième approche qui est fondée sur la notion d'exercice d'un contrôle sur le crime. L'exercice d'un contrôle sur le crime. Par exemple, par l'intermédiaire d'une autre personne. Que cette personne soit ou non pénalement responsable. Il s'agit de la commission d'un crime par l'intermédiaire d'un agent qui peut ne pas être pénalement responsable, mais également d'une autre personne pleinement responsable sur le plan pénal. Toutefois, il convient de
souligner que cette stratégie qui vise les gros poissons pourrait créer une sorte d'impunité à moins que les autorités nationales puissent agir efficacement. Parce que dans certains cas, lorsqu'il est nécessaire pour l'ensemble d'affaires d'enquêter sur certains types de crimes ou sur des responsables occupant des postes moins élevés de la hiérarchie, le procureur peut mener une enquête dont le cadre dépasse les responsables locaux. Dans un tel contexte, la complémentarité peut jouer un rôle certain. Donc, la politique des gros poissons risque d'être inefficace si la complémentarité n'est pas suffisamment active. Enfin, après avoir vu donc les limites, les causes exonératoires de la responsabilité, il nous faut analyser le pouvoir du procureur. Quel pouvoir dispose-t-il pour pouvoir lancer la procédure? L'article 53 est le cœur, puisque cet article dit que le procureur décide de ne pas ouvrir une enquête lorsque celle-ci ne sert pas les intérêts de la justice. Lorsque l'affaire ne sert pas les intérêts de la justice, le procureur décidera de ne pas ouvrir une enquête. C'est son pouvoir discrétionnaire. Mais, comme je l'ai précédemment dit, le pouvoir discrétionnaire ne veut pas dire le pouvoir arbitraire et autoritaire. Puisque le procureur, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devra tout de même se conformer aux règles 109 et 110 du RPP. Car la chambre préliminaire peut, de sa propre initiative, revenir sur la décision du procureur. Ce pouvoir de révision peut créer des problèmes. Car les auteurs du statut et du RPP n'ont donné pratiquement aucune définition du terme intérêt de la justice. Et surtout, ils ont négligé de définir les domaines de compétences respectifs des pouvoirs du procureur et de la chambre préliminaire pour l'appréciation des intérêts de la justice. En vertu de l'article 54, alinéa 1A, le procureur est tenu d'enquêter à la fois sur les circonstances à charge et à décharge, afin de vérifier s'il est question d'une responsabilité pénale au terme du statut. Bien que ceci entraîne une charge considérable pour l'accusation, une telle enquête objective a également le potentiel de réduire la longueur du procès. La participation informée de la défense peut, dans certains cas, justifier le transport des éléments de preuve recueillis au stade de l'enquête, au stade du jugement, conformément à la règle 68A et à la règle 112.4. La coordination envisagée dans ce cas impliquerait la présence à la fois du procureur et du suspect ou de la défense lors de certaines mesures d'enquête. La réception par le procureur des requêtes de prendre des mesures d'enquête émanant du suspect ou de la défense et la demande de l'opinion du procureur dans le cas prévu à la règle 116. Mais, faisons observer, cependant, que dans plusieurs situations, il ne sera pas question de la défense. Il ne sera pas question que la défense soit en position d'intervenir à un stade précoce. Soit parce que la personne n'a encore été désignée comme suspect ou accusé, soit parce que la personne concernée n'a pas encore été arrêtée ou n'a pas encore fait l'objet d'un mandat d'arrêt en vertu de l'article 58 du statut. Ceci laisse donc la définition de ce qui pourrait constituer les circonstances à charge et à décharge assez floue et à l'entière discrétion du procureur. Mais la règle 77 oblige le procureur à divulguer à la défense le matériel qui est en sa possession ou sous son contrôle. Alors, la question de la divulgation est très complexe. L'expérience des tribunaux ad hoc révèle que l'on peut avoir affaire à des situations dans lesquelles le procureur devra saisir un nombre considérable de dossiers dans diverses archives nationales. De telles saisies massives peuvent être nécessaires, notamment lorsqu'il faut déterminer s'il y a eu un plan concerté. Mais si les archives sont laissées sur le territoire de l'État concerné, les dossiers peuvent être mélangés et l'accès va être difficile aux avocats. Surtout lorsqu'on a des dossiers qui sont gardés dans les bureaux, par exemple, de la police politique ou de la sécurité d'État. La culture dans ces administrations n'est pas d'accueillir à bras ouverts les avocats. Donc,
l'accès à de tels documents peut être difficile. Une autre question se pose. Lorsque le procureur pourrait et devrait éviter de poursuivre des délits d'une importance nettement moindre, tels que les crimes de guerre contre des intérêts relatifs, l'on peut également s'interroger donc dans ces cas-là sur le nombre d'incidents à inclure dans une accusation relative à un crime particulier. Qu'est-ce qu'il faut intégrer? Faut-il ouvrir 20, 30, 50 villages pour montrer la gravité du crime ou mettre le curseur? Donc tout ça peut relever du pouvoir discrétionnaire du procureur. Mais j'insiste sur le fait que le pouvoir discrétionnaire est un pouvoir encadré par des règles. Il ne s'agit donc pas d'un pouvoir arbitraire et autoritaire. Ce qui nous amène donc, après l'examen de l'ensemble de ces points, à regarder les éléments de gravité qui pourraient justifier l'ouverture des poursuites pénales internationales. Chapitre 2. Des situations d'une exceptionnelle gravité. Nous avons déjà étudié ces questions avec l'analyse faite dans le séminaire sur la politique pénale internationale. Nous allons ici simplement rappeler, en ce qui concerne la gravité particulière des crimes internationaux, quelques points. Par exemple, dans le jugement du 7 mai 1997, relatif à l'affaire Tanish, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie résume l'idée que l'on peut se faire des crimes graves. Le tribunal dit, paragraphe 644, seuls les crimes qui, par leur ampleur et leur sauvagerie, ou par le nombre, ou par le fait d'un schéma identique, appliqué à différentes étapes et endroits, mettraient en danger la communauté internationale ou choquent la conscience de l'humanité, justifier l'intervention des États autres que celui sur le territoire duquel les crimes avaient été commis et dont les ressortissants étaient devenus les victimes. Donc, le crime grave, c'est le crime qui a une grande ampleur, le crime sauvage, dont on voit la répétition des actes, le nombre de victimes. Et cette jurisprudence de l'affaire Tanish a été corroborée dans le jugement du 10 décembre 1998 dans l'affaire Froundiza. Dans le paragraphe 156 de l'arrêt Froundiza, le tribunal dit on a estimé que les crimes internationaux étaient universellement condamnés, quel que soit l'endroit où ils ont été commis. Chaque État a le droit de poursuivre et de punir les auteurs de ces crimes. Donc, ces crimes, dit le tribunal pénal international pour le Rwanda, dans l'affaire Jean-Paul Akaïjou, pour le tribunal, il s'agit incontestablement des crimes qui font partie du droit international coutumier, comme en témoigne l'avis consultatif rendu en 1951 par la Cour internationale de justice, paragraphe 95. Puis, le tribunal complète son dictum au paragraphe 497 en disant « Contrairement à l'idée couramment répandue, le crime de génocide n'est pas subordonné à l'anéantissement de fait d'un groupe tout entier, mais s'étend dès lors que l'un des actes visés a été commis dans l'intention spécifique de détruire tout ou partie d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. » Donc, le génocide ne signifie pas qu'on a massacré déjà tout le monde. Ça veut dire poser l'un des actes. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas terminé qu'on est exonéré. Si le dolus spécialiste, le dol spécial est là, que le but était de massacrer en tout ou en partie un groupe donné, même si on n'a pas pu tout massacrer, mais le génocide sera. Donc, la gravité est là. L'appréciation de ces crimes
elle est constante dans les différentes affaires qui ont été portées devant les TPI. Et on peut partir depuis 1950 avec les principes de Nuremberg adoptés par la Commission du droit international sur la base de la jurisprudence du tribunal militaire international de Nuremberg. On appelle les 7 principes de Nuremberg. Et on peut se référer au principe 6C qui prévoit qu'un crime contre l'humanité est punissable en tant que crime en vertu du droit international. Après l'appréciation des crimes internationaux, la gravité des crimes internationaux, présentons les éléments de la responsabilité pénale internationale. D'abord les éléments constructifs. Il y a un élément constructif objectif. L'existence d'un accord ou d'un plan commun entre 2 ou plusieurs personnes constitue la première condition objective du contrôle exercé conjointement sur le crime. Par conséquent, par exemple, la participation à la perpétration d'un crime sans coordination avec les co-auteurs ne relève pas de la coaction. Le plan commun doit comporter les éléments de criminalité, mais pas nécessairement viser spécifiquement la perpétration du crime. La deuxième condition objective est la part de chaque auteur à la réalisation des éléments objectifs du crime, que nous analysons plus loin dans le séminaire sur la jurisprudence pénale internationale. Deuxièmement, il y a l'élément constructif subjectif. L'article 30 du statut de la CPI énonce l'élément subjectif général de tous les crimes relevant de la compétence de la Cour, en précisant, je cite, sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel du crime est commis avec intention et connaissance. C'est-à-dire, lorsque la personne est consciente qu'une circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des événements. Ou bien lorsque la personne entend adopter le comportement en question et entend causer la conséquence en question en étant conscient que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements. La référence à l'intention et à la connaissance, de manière cumulative, exige l'existence d'un élément intentionnel de la part du suspect. Cet élément couvre d'abord et avant tout les situations dans lesquelles le suspect sait que ses actions ou omissions seront à l'origine des éléments objectifs du crime. Et il commet ses actions ou omissions dans l'intention concrète de provoquer les éléments objectifs du crime. L'élément intentionnel couvre également d'autres manifestations de la notion de tort, auxquelles la jurisprudence des tribunaux a déjà fait recours. Section 2, les éléments de la responsabilité pénale internationale. Dans cette section, on va donc voir comment la Cour peut admettre les éléments objectifs du crime qui peuvent résulter des actes ou omissions et comment l'acte intentionnel peut être caractérisé comme intention et connaissance telle que énoncée à l'article 30 du statut. L'article 31 du statut, on l'a vu, pose que l'élément subjectif général, c'est-à-dire l'intention et la connaissance, s'applique à tout crime relevant de la compétence de la Cour. Il faut donc qu'il y ait cette intention et cette connaissance, cette main pour qu'il y ait crime. L'auteur doit savoir ou aurait dû savoir que l'acte qu'il pose entraînera le crime. Cet élément est important. La condition inscrite donc dans les éléments de crime, au moins de la formule, aurait dû savoir, à distinguer de la formule, devrait nécessairement savoir, ou de la condition de connaissance inférieure, relève de la notion de négligence par laquelle est remplie lorsque le suspect ne savait pas que les victimes avaient par exemple moins de 15 ans, à l'époque de leur enrôlement, ou n'était pas au courant parce qu'il n'a pas agi avec la diligence voulue pour les circonstances en question.
on ne peut pas dire que le suspect aurait dû savoir que si son ignorance résulte de son manquement à son obligation d'agir avec la diligence. Partant de cette condition, telle qu'elle figure dans les éléments du crime, au regard des articles 8.2b 26 et 8.2e 7, constitue une exception à la condition d'intention et connaissance énoncée à l'article 30 du statut. Les suspects et les autres auteurs doivent tous, de manière partagée, savoir et admettre que la réalisation des éléments objectifs du crime peut résulter de la mise en œuvre de leur plan commun. La thèse de la coaction est fondée donc sur le contrôle exercé conjointement sur le crime et requiert deux éléments subjectifs supplémentaires. D'abord, le suspect et les autres auteurs doivent tous, de manière partagée, avoir conscience que les éléments objectifs du crime risquent de résulter de la mise en œuvre de leur plan commun. Deuxièmement, tous, de manière partagée, accepter ce résultat en s'y résignant ou en l'admettant. Il convient de distinguer deux cas de figure. Premièrement, si les risques de causer les éléments objectifs du crime est élevé, le fait que le suspect et les autres auteurs admettent de manière partagée l'idée de provoquer les éléments objectifs du crime peut se déduire en ce que le suspect et les autres auteurs ont tous conscience de la probabilité importante de la mise en œuvre du plan commun, que cela se traduise par la réalisation des éléments objectifs du crime. Et, malgré cette conscience, le suspect et les autres auteurs décident de mettre en commun le plan. Deuxièmement, le risque de causer les éléments objectifs est faible. Le suspect et les autres auteurs doivent avoir manifestement expressément accepté l'idée que ces éléments objectifs puissent résulter de la mise en œuvre du plan. Par conséquent, bien qu'en principe pour le crime consistant à procéder à l'enrôlement d'enfants de 15 ans ou de les faire participer activement à des sociétés, il suffit de démontrer que le suspect aurait dû savoir que les victimes avaient moins de 15 ans. La juge estime que cet élément subjectif ne peut s'appliquer en espèce. Le suspect doit connaître les circonstances de fait que lui permettent d'exercer quotidiennement un contrôle sur le crime. Il faut pour cela que le suspect sache que son rôle est essentiel pour la mise en œuvre du plan commun et donc la commission du crime. Il doit aussi savoir qu'il est en mesure de faire obstacle à la mise en œuvre du plan commun, donc à la commission du crime. Et ce faisant, il refuse de remplir la tâche qui est la sienne pour empêcher le crime. Tous ces éléments nous montrent que la responsabilité pénale internationale doit être bien évaluée et bien caractérisée. Quant aux formes de cette responsabilité pénale internationale, deux problèmes doivent être discutés. D'abord, quelles sont les formes que peut prendre la commission d'un crime à plusieurs mains? Deuxièmement, qu'en est-il de la participation? Quelle est la responsabilité du supérieur hiérarchique pour les actes de ce subordonné? Les formes générales de participation. Le droit international pénal s'en remet généralement au droit pénal, au principe du droit pénal tel qu'ils sont élaborés dans les autres juridiques internes. On peut même estimer qu'en la matière, un renvoi implicite a été fait aux principes généraux de la science pénale. Toutefois, il y a des spécificités. Il faut relever. L'article 25, paragraphe 3 du statut de la CPI fournit désormais une réglementation un peu plus précise. Toutefois, nombre d'affirmations sont encore nécessaires. Évoquons rapidement les formes de participation suivantes. La commission individuelle, c'est le cas le plus simple. Un auteur agit seul et répond à son crime. La commission conjointe, il y a action selon un plan ou un projet commun, qu'il soit formel ou non. Chacun des participants au crime sera considéré comme un perpétrateur principal. La commission par intermédiaire, un perpétrateur média exerce une position dominante en se servant d'autrui comme instrument média de son crime. C'est le cas quand il y a coercition sur une personne pour qu'elle commette un crime, ou encore lorsqu'un supérieur donne les ordres. Lors de commettre un crime, ce type de participation suppose une position dominante d'un côté et une subordination effective de l'autre. En un mot, il doit exister un pouvoir effectif de commander
sur la personne qui commet le crime. On peut évoquer la sollicitation, l'encouragement de commettre un crime. On peut également évoquer une instigation en chaîne, c'est-à-dire un instigateur demande à une personne de solliciter un tiers à commettre un crime. On peut évoquer également l'aide ou concours subordonné à un crime. Il est fréquent qu'une personne participe de manière mineure à un crime. Il suffit qu'elle facilite la possibilité de l'acteur principal à commettre le crime, matériellement ou moralement, qu'elle ait une influence substantielle. C'est-à-dire que dès lors, sa seule présence sur les lieux du crime peut suffire à motiver l'acteur principal. Il s'agit de quelqu'un, un pisteur, il va, il se présente devant une maison. Bon, c'est pas lui qui a commis le crime, mais on sait très bien qu'il est là pour indiquer la maison où on doit attraper les personnes là-dessus. Il y a aussi des règles concernant les stades préparatoires de l'infraction. Le complot, ceci n'a pas été repris dans le statut de la CPI. La planification ou préparation individuelle d'un crime, le statut de la CPI ne connaît pas de règles générales sur le point. La tentative, il y a la responsabilité pénale individuelle, dès qu'un pas essentiel a été franchi. Les omissions sont punissables également dans deux cas, en vertu d'une disposition spéciale et en vertu d'un principe général de droit international pénal. Deuxième forme de responsabilité, c'est la responsabilité du supérieur hiérarchique, qui se trouve au cœur de l'État. Cette infraction particulière se trouve dans plusieurs textes, et notamment l'article 28 du statut de la CPI. L'article 87 du protocole additionnel 1 de 1977 précise, quoique de manière les devoirs spécifiques du commandant militaire. Et la doctrine désigne parfois cette catégorie juridique comme responsabilité du commandant. Il faut toutefois préférer le terme responsabilité du supérieur. En effet, tout supérieur quelconque est visé. Militaire comme civil, il peut s'agir d'un ministre. Le problème de cette forme de responsabilité est ancien et a donné lieu à une très riche jurisprudence après la Seconde Guerre mondiale. La responsabilité pénale du supérieur a un double fondement alternatif. Le supérieur est pénalement responsable des crimes commis en tant que perpétrateur principal, notamment les ordres illégaux. Le supérieur est alternativement responsable de l'absence de mesures de prévention ou de punition des crimes de ses subordonnés, exigibles selon un certain standard de diligence. Donc, il est perpétrateur principal par les ordres illégaux des ordres, mais il est aussi responsable par le fait qu'il n'a pas pris des mesures de prévention ou des mesures de punition de ces crimes. Donc, il y a une double raison à cela. Pourquoi le supérieur hiérarchique se voit imposer un devoir de vigilance? Il y a une double raison. Il s'agit d'imposer une responsabilité aux supérieurs, au vu de la dangerosité de leur passivité dans des situations de conflit armé ou de violence généralisée. Deuxièmement, il s'agit de répondre à la tentation des supérieurs de regarder sciemment pour ne pas voir les crimes de leurs subordonnés. Jeter le regard ailleurs afin de faire croire qu'on n'était pas là ou qu'on n'avait pas vu. Est supérieur hiérarchique toute personne qui jouit de droit, de jure ou de fait, de facto, d'une position d'autorité, lui permettant de donner des ordres et de contrôler l'activité des subordonnés. L'élément essentiel est donc le contrôle effectif, c'est-à-dire la capacité matérielle de prévenir ou de punir les crimes à cause d'une position d'autorité. L'existence d'un pouvoir de contrôle seulement formel de jure, non accompagné d'une autorité de fait, peut ne pas suffire si la position formelle n'est que symbolique et que le contrôle effectif sur les subordonnés est exercé par quelqu'un d'autre. Il ne suffit pas qu'une personne soit placée sur une liste supérieure si de fait il est entendu qu'elle n'exercera aucun contrôle. De même si un commandant ou un supérieur sont en fait privés de leur autorité de jure et ne peuvent l'exercer, aucune responsabilité pénale pour leur imputer à l'égard des actions de leurs subordonnés.
En définitive, la position de facto énoncée de jure est décisive. Il faut toutefois nuancer ce critère. Le supérieur de jure est, en principe, tenu de traduire sa position de supériorité formelle en contrôle de facto. Il n'est donc pas admissible pour un supérieur de jure de ne pas exercer ses attributions, en affirmant qu'il n'avait pas le contrôle de facto. Autrement, le fait de ne pas exercer ses devoirs de droit absoudrait le supérieur de toute responsabilité pénale. C'est pourquoi, pour être pertinente comme motif d'exonération pénale, il est nécessaire que la perte de contrôle de facto soit due à des raisons extérieures à la volonté et à la capacité du supérieur hiérarchique. Il en va de même pour les rapports d'autorité purement symboliques, dans lesquels il est entendu dès le départ ou par la suite qu'en aucun cas il devra contrôler à son tour les délégatés. Le supérieur peut être militaire, mais aussi un civil. Par exemple, un leader politique, un maire. Quand il s'agit des personnalités civiles, il est requis que les actes des subordonnés tombent dans la sphère de leurs compétences, c'est-à-dire présentent un lien avec leurs fonctions professionnelles. Le supérieur doit connaître ou avoir des raisons de connaître la commission des crimes par ses subordonnés. L'article 28 du statut, la CPE distingue entre les supérieurs militaires et les supérieurs civils. Pour les supérieurs militaires, le test applicable est que le commandant, en raison des circonstances, aurait dû savoir que les crimes seraient probablement commis ou avaient été commis. En définitive, il est clair que le supérieur militaire a des épaules plus larges. Il aurait dû savoir. Au contraire, pour les supérieurs civils, le statut de la CPI retient la règle du protocole 1, selon laquelle la responsabilité suppose que le supérieur ait une connaissance ou ait reçu des informations de la matière. L'idée qui préside à ce choix innovateur est que les supérieurs civils se situent généralement à un degré plus éloigné des crimes, notamment des crimes de guerre. Ils ne sont pas sur le front. Il faut donc que le supérieur ait reçu l'information ou bien ait eu connaissance de cela. Le supérieur a omis d'agir pour prévenir l'infraction. Il s'agit d'une commission coupable. D'abord de prévenir l'acte, s'il n'a pas encore été commis, ou bien de le réprimer après qu'il a été commis. Le devoir de répression n'implique pas que le supérieur lui-même puisse administrer la justice ou administrer la sanction. Mais il lui incombe de faire de telle sorte que la personne soit sanctionnée. Il faudra éventuellement qu'il signale le dysfonctionnement aux autorités les plus élevées, s'il ne peut pas. Les deux devoirs, celui de prévention et celui de répression, sont cumulatifs. C'est-à-dire que la dénonciation du crime, après coup, ne libère pas le supérieur de la responsabilité. Si le supérieur n'avait pas prévenu le crime, alors qu'il aurait pu, mais il s'empresse simplement de le dénoncer, post festum, il faudra tenir compte de son attitude dans la fixation d'acteur. Parce que le devoir d'action du supérieur ne s'étend qu'aux mesures nécessaires et raisonnables dans les situations d'espèce. Ces mesures doivent déjà s'avérer possibles dans les circonstances difficiles de la guerre ou d'une situation. Parce que à impossible nemo tenu. À l'impossible, nul n'est tenu. Ce qui est possible dépend à son tour du degré de contrôle effectif du supérieur, de la situation logistique, de la distance géographique des personnes concernées. Toutefois, la mesure fondamentale pour déterminer ce qui est nécessaire, raisonnable et possible est double, objectif et subjectif. D'un point de vue objectif, la référence est le droit des conflits armés et les droits de l'homme. Un supérieur ne saurait plaider que l'organisation de ses services est insuffisante pour répondre à ses devoirs selon les exigences du droit international. Non, les normes du droit international humanitaire et des droits de l'homme fournissent donc le premier élément de référence pour ce qui est raisonnable et nécessaire. D'un point de vue subjectif, il faut se référer à la situation concrète du supérieur, dans le contexte de l'espèce, et se demander
ce qu'on pouvait raisonnablement, je dis bien raisonnablement, exiger d'un supérieur se trouvant dans ces circonstances-là. In concreto, qu'aurait-il pu faire pour empêcher ou réprimer le crime? Qu'en est-il alors, par exemple, des mesures onéreuses et difficiles, mais possibles? Faut-il les adopter? La réponse dépend du contexte. Elle dépend également de la gravité des crimes des subordonnés et de ce qui est raisonnablement exigé dans une situation donnée. Aucune généralisation ou théorisation n'est possible ici. Tout est fonction du contexte. Il faut donc regarder dans quelle situation se trouvait le supérieur hiérarchique. Il faudra que le résultat attendu soit très probable en l'absence de l'action de la personne chargée. Donc on doit examiner le contexte pour voir si le supérieur apparaît comme la cause juridiquement dominante du résultat. Parce qu'il aurait pu, mais il n'a pas fait. Si cela est avéré, et qu'il est vraisemblable que le crime aurait pu être évité si le supérieur avait agi, il va de soi qu'il lui sera imputé la responsabilité du supérieur hiérarchique. Voilà les éléments de la première partie de ce séminaire. Nous allons donc passer à la deuxième partie de ce séminaire.